Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Bonjour Hawa, je suis très heureuse aujourd'hui de faire cet épisode du Switch avec toi. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, on va commencer directement par te laisser te présenter, nous dire ce que tu fais et quelles sont tes activités. Bah, merci Stéphane pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. Alors moi, c'est Awa Dramé, je suis entrepreneur et on va dire, on me reconnaît notamment pour, la création de Time to Start, qui est un incubateur inclusif, et le fonds Sens, qui est un fonds qui propose des prêts gratuits sans intérêt pour les entrepreneurs, qui sont au stade plutôt de l'amorçage. Pour entrer peut-être un peu plus dans le détail sur Time to Start, donc on accompagne les entrepreneurs qui sont au début, hein, qui sont au stade du projet pour les aider à structurer et des entreprises, qui sont déjà immatriculées, qui ont, on va dire, vont avoir un besoin dans la partie accélération commerciale, organisationnelle, croissance. Donc voilà un peu nos activités aujourd'hui. Pour le financement et plutôt, donc on propose du prêt, donc c'est du prêt gratuit, sans intérêt et sans obligation, de crédit bancaire ou de couplage, sur des montants de 3 à 30 000 euros. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors oui, mon parcours, alors moi j'ai grandi, donc dans une ville dans le 93, dans une ville qui s'appelle Sevran, dans une famille nombreuse et en étant étudiante, j'ai eu, on va dire l'opportunité, en tout cas la possibilité de faire un parcours qui permet justement d'intégrer une des plus grandes écoles de commerce en France. Donc c'était un parcours qui permettait en fait de préparer le concours d'entrée, en grande école et donc j'ai intégré le SCP Europe en master management grande école et j'ai décidé de me spécialiser en entrepreneuriat social et là du coup, ça m'a ouvert un peu l'esprit, j'ai regardé, justement les possibilités. J'ai fait mon mémoire de recherche sur l'entrepreneuriat, issu de l'immigration et du coup j'ai rencontré plein d'entrepreneurs. À côté de ça, j'étais en alternance du coup pour payer l'école et puis du coup je me suis rendu compte que, bah, c'est vrai quand tu es en école de commerce, tu as quand même pas mal de possibilités parce que du coup, j'étais dans une grande entreprise que j'ai réussi à trouver grâce justement à l'école et à la fin de mon alternance, on m'a proposé un premier contrat dans cette entreprise. Donc je suis restée, je crois 6 mois en CDD et puis ensuite on m'a proposé un autre poste, mais j'ai décidé de refuser parce que comme j'ai dit, j'avais vraiment en interne cette frustration de me dire, j'ai l'impression que tout ce parcours. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, justement au Vietnam en plus et je me disais que tout ce parcours en fait, c'était pas anodin. Ça m'a montré, révélé que j'étais peut-être pas fait pour le monde salariat et j'avais vraiment besoin aussi de rendre un peu, ce qu'on m'avait donné. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont conseillé, qui ont influencé mon parcours. Tout s'est embriqué, même si ça a été très compliqué au départ, très, très compliqué parce que, finalement tu arrêtes l'entreprise alors que tu as quand même une famille, des parents qui te disent: «Bah, en fait, on t'a soutenu dans les études justement pour que tu puisses être, heu, salarié dans un grand groupe donc c'est une opportunité». Donc c'est un peu difficile aussi de faire ces choix-là. Mais au fond, bah, je sentais que c'était assez compliqué et ça a été assez compliqué parce qu'on se retrouve au chômage et on ne sait pas trop comment tourner un peu la chose. Les premières années, c'était assez compliqué parce qu'on n'avait pas de financement, donc on y allait à tâtons et j'ai failli arrêter, je pense 10 fois parce que c'est épuisant et il faut savoir que l'écosystème ici en France, il est quand même enfin l'écosystème entrepreneurial, je veux dire, il est quand même très masculin. La plupart des incubateurs, ils sont gérés par des hommes. Quand moi j'arrive, j'étais toute jeune en plus dans certains bureaux où j'essaie de me présenter, bah, parfois je sentais que, j'étais pas trop prise au sérieux. Mais voilà, au fur et à mesure, je pense, de persévérance, de résilience, on arrive à avoir ses premiers résultats, on arrive à avoir ses premiers partenaires et moi j'ai eu un concours, à l'époque qui était un concours dédié aux entrepreneurs sociaux qui s'appelait, à l'époque la Fabrique Aviva. Aujourd'hui, je crois que c'est la Fabrique Abeille. Et je m'étais posé la question à l'époque, c'est si je ne réussis pas ce concours, j'arrête.
et donc je sais pas, le destin, Dieu a fait que j'ai réussi ce concours et ça a été un tremplin pour moi et donc voilà un peu, le parcours sans rentrer trop dans les détails. C'est vrai que ça voilà, ça fait partie de la vie entrepreneuriale. Il y a toujours des hauts et des bas. Comment est-ce que tu le rends viable? Parce que les sociétés, les entreprises sociales, ont un peu la réputation, d'être, de ne pas créer de bénéfices, ou que ce soit vraiment challengeant. Oui, alors le point de départ, c'est vraiment partir du constat qu'il y a aujourd'hui un potentiel entrepreneurial assez important, dans certains territoires et paradoxalement, on a peu de ressources ou d'outils ou d'écosystèmes actifs, pour soutenir ces entrepreneurs. Pour être plus clair, moi j'ai grandi en banlieue et on m'a parlé d'entrepreneuriat réellement quand je suis sortie, que j'ai intégré une école de commerce, donc sur Paris et je trouve dommage que, que finalement si on vient de tel quartier, si on vient, de tel, milieu, social, on puisse ne pas bénéficier, du même niveau d'information. Déjà, c'est vraiment le point de départ, l'accès à l'information qui je trouve est quand même assez problématique et puis après, des mêmes ressources. Quand on est en école de commerce, on a des réseaux d'investisseurs, dans l'école de commerce qui viennent au sein de l'incubateur de l'école. On a justement l'incubateur où on peut avoir de l'expertise, du réseau et autres et finalement, si tu fais un parcours hors école de commerce ou un peu plus classique, comme, j'aurais pu faire, comme mes grands frères et mes grandes sœurs ont fait, à savoir un parcours universitaire, on te donne moins cette, possibilité. En tout cas, on te fait moins comprendre qu'il y a la possibilité de pouvoir entreprendre et donc vraiment le point de départ, il est là, de se dire, il y a un gouffre finalement entre ce potentiel entrepreneurial qui est très présent. On voit, moi j'avais autour de moi en réalité beaucoup d'entrepreneurs, même si je ne savais pas trop et à côté de ça, il y avait peu de ressources à leur disposition et donc à force d'être dans les dans les 2 écosystèmes ou dans les 2 mondes, tu te dis: «Il y a un truc à faire là-dessus» et un des deuxièmes points après l'accès à l'information, c'est l'excellence en termes de dispositifs, en termes d'écosystème. Souvent quand on parle, de la diversité, des quartiers populaires ou autres, on va plutôt, s'orienter sur la masse, c'est-à-dire comment accompagner beaucoup d'entrepreneurs, mais moins sur l'aspect qualitatif et impact. Et l'idée, pour moi avec, ces dispositifs, c'était vraiment d'accompagner de manière, proche et très qualitative, ces entrepreneurs et donc je me suis beaucoup attardée à réfléchir à la méthode, à la manière de les accompagner, à l'impact et puis au potentiel de croissance de ces entrepreneurs. Parce qu'on a aussi beaucoup de clichés en se disant, c'est souvent des micro-entrepreneurs ou des profils qui vont s'orienter sur certains secteurs. Alors on se rend compte qu'il y a une grande mixité de profils, à la fois en termes d'ambition. On peut avoir des gens effectivement qui préfèrent rester seuls, mais des gens qui se développent beaucoup à l'international, qui créent de l'emploi, on va avoir des entrepreneurs sur tous les secteurs d'activité et ça, je trouve que c'est intéressant à valoriser. Deuxième question, effectivement, il y a, je pense, une légende autour, de l'entrepreneuriat, heu, social et solidaire, on va dire. On a l'impression que c'est un secteur, enfin, dans lequel il y a pas nécessairement, d'argent. Au contraire, le plus important, je pense que c'est vraiment de répondre à un besoin qui est réel et ensuite on arrive à trouver, les ressources. Nous, aujourd'hui, sur notre fonctionnement, c'est qu'on va en fait, on va proposer finalement aux entreprises, aux grandes entreprises notamment, de participer finalement à cet accompagnement-là et donc ils sont partenaires, ils sont sponsors ou autres de nos programmes et du coup, ça nous permet à la fois d'avoir de l'impact et aussi, de pouvoir, faire vivre l'activité. Quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est de façon générale, sur la base de ton expérience, est-ce que tu vois une recrudescence justement de l'entrepreneuriat sur ces dernières années? Oui, clairement, moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne les entrepreneurs et effectivement, je vois une évolution des profils. Déjà, on a de plus en plus de jeunes qui décident de se lancer. On a une plus grande, mixité de profils. Il faut savoir que, nous, on accompagne beaucoup, des gens, qui sont, issus de l'immigration et c'est vrai que en fonction des populations, on a plus ou moins des exemples d'entrepreneurs dans sa famille. Par exemple, moi, dans mon cas, je suis originaire, d'Afrique de l'Ouest. On avait en arrivant en France, on avait moins enfin mes parents quand ils sont arrivés en France, ils avaient moins ce côté entrepreneurial. Ce qui peut être différent dans d'autres communautés où vous avez des parents commerçants ou autres et donc du coup, on était moins tournés vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, avec, les réseaux sociaux, le digital, on a de plus en plus,
de populations qui n'avaient pas nécessairement justement cet exemple entrepreneurial qui, se lancent dans ce secteur. Donc je vois aussi une évolution en termes de profil, on a de plus en plus de femmes, même si ça reste encore, on va dire à soutenir. Mais, voilà, on sent quand même qu'il y a une croissance en tout cas en termes de volonté entrepreneuriale et puis en termes de profil, on sent que ça évolue à la fois au niveau de l'âge, à la fois au niveau des profils, à la fois aussi au niveau du type de projet. Comme je disais au début, on a beaucoup de projets qui souhaitent se lancer à l'international et notamment en lien avec leur pays d'origine. On tend aussi vers, de nouvelles évolutions, notamment avec la technologie aujourd'hui, l'intelligence artificielle, donc voilà. Il y a de nouveaux secteurs qui s'ouvrent et je trouve que c'est assez, positif. Du coup, ce que tu proposes, est-ce que tu l'as senti et est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans le développement de ton entreprise, en tout cas dans le lancement? Oui, c'est une bonne question. Oui, je pense que ça m'a servi. Je pense que ça m'a beaucoup servi parce que du coup, hem, on est sur une activité qui est très terrain. Il faut être en proximité, des personnes et du coup, le fait d'avoir une connaissance justement de ma cible, de comprendre, les enjeux, je pense que ça, c'est une vraie force. Le fait d'être une femme dans cet écosystème et s'affirmer en tant que femme noire dans un écosystème très masculin, je pense que c'est une force aussi. Après oui, encore une fois, mais c'est jusqu'à aujourd'hui encore, tu vois? Je sens parfois, ce côté, qui peut être condescendant de l'écosystème, mais maintenant, j'en suis plus là, donc on va dire, j'ai toujours essayé d'avoir la tête haute. Je pense que j'ai peut-être parfois manqué de confiance, ce qui fait que j'ai fait des erreurs, mais je pense qu'effectivement mon parcours, mes origines, ma personne, je pense que c'est une force aujourd'hui, par rapport à mes activités. Ton environnement, les gens aussi que tu as rencontrés, ont eu l'air de jouer un rôle important. Est-ce que du coup tu peux, nous en dire un peu plus ou nous dire ce que tu en penses et si par ailleurs tu es aussi, dans la même démarche envers, les entrepreneurs potentiellement que tu accompagnes? Oui, clairement, comme je dis souvent, on avance rarement seul en réalité, on réussit rarement seul. Et il y a toujours des personnes qui, je crois, arrivent dans votre vie pour une certaine raison. Donc moi, j'ai eu vraiment la chance d'avoir, un entourage très bienveillant. Pour moi, ça, c'est très précieux et encore aujourd'hui, j'ai des personnes qui m'entourent et qui sont vraiment d'une aide précieuse. Justement, avec le développement des entrepreneurs charismatiques, qu'on a pu voir ces dernières Mmh. années, on oublie souvent que tout ça, ça se fait à plusieurs et avec, justement la motivation de plusieurs personnes. Moi, j'avais aussi, dans ce que tu étais en train d'expliquer par rapport à donc on a le cadre familial, l'environnement justement dans lequel tu évolues et qui te motive mais que vraiment on a cette impression qu'il y a une sorte de, tu sais, en anglais, on dit un calling, c'est une sorte d'appel, donc clairement une sorte d'appel, à faire quelque chose qui est, justement, c'est cette entreprise sociale, quelque chose qui, tu avais ce projet où tu constatais que tout le monde n'avait pas les mêmes chances et que tu avais envie d'agir dans ce sens-là. Et comment est-ce que tu as géré en fait cette balance? Plutôt que de dire: «Non mais c'est bon, je vais faire comme on attend, je vais aller bosser dans une grosse boîte» parce que tu aurais pu le faire on the Ouais. side, tu vois? Un peu, tu bosses dans une grosse boîte, ça rassure les parents, ça ramène, des sous à la fin du mois et puis, à côté tu développes, tes autres activités. Je pense que mon parcours, vraiment tout ce parcours-là, le fait de voilà, mes origines, où est-ce que j'ai grandi, le fait d'être, à l'université, en école de commerce ensuite, je pense que ça m'a énormément apporté. Je sais pas, je te disais tout à l'heure, l'action, c'est avec l'action qu'on prend confiance, qu'on avance et le fait de vivre ces expériences-là, ça m'a vraiment fait grandir. Je pense que j'ai dû prendre peut-être 4 ans d'expérience en 2 ans d'école, tu vois? Et donc du coup, j'avais à la fois effectivement cette pression de me dire: «Mais il faut que j'ai une possibilité d'être dans un grand groupe et de pouvoir rester et puis avoir un bon salaire». Mais intérieurement déjà, j'étais quand même assez perturbée dans le sens où, je sentais que j'étais pas à ma place. Vraiment, j'avais ce sentiment de ne pas être à ma place, heu, même si ça se passait bien de manière générale, je sentais que j'étais pas faite pour être dans ce fonctionnement-là et donc du coup, pour moi, c'était difficile de rester. Voilà, même si, voilà, je sentais que j'étais pas à ma place, donc je pouvais pas rester en réalité et après, en fait, tout simplement, au début, je l'ai pas dit.
Au début, j'ai avancé, étape par étape, j'ai rien dit et quand j'ai senti que c'est bon, c'était le moment, c'est là où j'ai commencé un peu plus à communiquer et surtout, je pense que ce qui a rassuré aussi mon entourage, c'est que j'étais toujours dans l'action. J'ai jamais été dans une posture d'attente, tu vois? Donc j'ai toujours essayé de faire des choses et donc j'étais quand même très active malgré tout et je pense que ça, c'était rassurant et après il y a quand même une forme de confiance, qui s'est créée avec mon entourage. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais pas très claire sur ce que je faisais. C'était un Ah peu oui, flou. c'était pas évident surtout. Mais du coup, alors sur tes entreprises, moi, ce que je trouve vraiment super intéressant aussi, c'est que clairement, comme tu dis, tu es dans l'action. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui écoutent ce podcast à regarder ce que tu fais. Parce que, en effet, c'est une vraie proposition, je trouve, par rapport à la société actuelle dans laquelle on vit. Est-ce que tu pourrais justement nous en parler, nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces prêts, quelles sont ces entreprises que tu finances? Et du coup, on peut connaître l'impact de cette gratuité sans intérêt ni obligation. Oui, le constat, c'est aussi un peu le même. On a des entrepreneurs qui ont la possibilité d'aller chercher des financements sur des dispositifs, par exemple à la banque et parfois ou d'autres dispositifs, mais parfois qui reviennent, voilà, sans retour finalement, parce que, bah, le prêt n'a pas été accordé, ou parce que, les critères d'accès au prêt, sont complexes et la personne ne rentre pas exactement dans le cadre. Et donc en fait, ça crée une forme de frustration de se dire: «Ben, je pense qu'il y a un potentiel dans ce projet, mais malheureusement, on va avoir du mal à débloquer, les financements». Et c'était de se dire, on voulait, développer, proposer un outil, qui soit agile, qui soit flexible et qui s'adapte aussi à nos profils d'entrepreneurs et donc on s'est dit: «On va tester un format», pour le coup, derrière ça, il y a pas réellement de modèle puisque l'idée, c'est que si on prête 10 000 €, je rembourse 10 000 €. C'est vraiment un outil en plus de l'accompagnement, on va dire, qui est proposé et l'idée, c'est d'avoir un maximum d'impact. Se dire: «Bah, on sait que si demain on prête, 15 000 € par exemple à l'entrepreneur, bah, ça va faire effet de levier. Il va pouvoir aller chercher, d'autres financements, et nous rembourser pour qu'on puisse le reprêter à un autre entrepreneur et en fait, on se rend compte que, bah, quand on finance au bon moment, donc pas trop tôt, pas trop tard. On crée vraiment une grosse valeur ajoutée, parce qu'on permet à un entrepreneur, par exemple, de combler une trésorerie et justement d'aller, chercher, un client potentiel. Ça permet à l'entrepreneur de recruter aussi. Donc on sent que vraiment ce positionnement-là, il a un impact très fort parce qu'il y a très peu d'acteurs en réalité qui se positionnent, à ce niveau-là et donc c'est vraiment, notre volonté, d'impacter un maximum et de permettre aux entrepreneurs de bien se développer. Et c'est quoi le statut de ta société? C'est une ONG? C'est Une juste, asso, c'est une asso? Ok. oui. Et tu as pu accompagner combien d'entrepreneurs pour avoir juste une idée comme ça de façon générale? Alors on a accompagné un peu plus de 340 entrepreneurs. On est à peu près entre 50 et 80 entrepreneurs à l'année qui sont accompagnés. D'accord, c'est énorme. Comment ils te Mmh. trouvent sur les réseaux, dans les Oui, alors, à différents niveaux, bah, déjà les anciens entrepreneurs qui sont passés par nos par nos programmes, donc il y a beaucoup de bouche à oreille, on va dire, ou de recommandations. C'est une majorité de nos entrepreneurs. Après, on fait pas mal d'événements, on participe aussi à beaucoup d'événements, donc ce qui nous permet de rencontrer des porteurs de projets. Et puis ensuite, on a des prescripteurs, type association, d'autres associations qui travaillent dans l'insertion, France Travail ou autres qui sont, des appuis pour, faire connaître la structure. D'accord, et du coup, tu parlais d'entreprises qui se développaient, aussi à l'international. En termes de taille, les entreprises que tu accompagnes sont plutôt des petites entreprises, PME ou Oui, on voit de la petite entreprise, jusqu'à la PME. OK, d'accord. Mmh. Et en termes de taux de réussite ou de taux de développement de ces entreprises, après qu'elles soient passées chez toi, est-ce que, du coup, puisque ce que je comprends, c'est que ça a un effet de levier sur leur développement économique, est-ce que, Mmh. derrière, ça leur permet, réellement
bah, de continuer de vivre, et de se développer? Parce que tu parlais aussi d'un accompagnement à côté, donc ça a l'air d'être, quelque chose puisque c'est un incubateur, donc il y a plusieurs, il y a plusieurs leviers en réalité, au-delà du levier financier. Oui, bien sûr, bah, le cœur de notre métier, c'est vraiment l'accompagnement. On voit la différence entre une entreprise qui a été accompagnée et une entreprise qui n'a pas été accompagnée. Sur nos chiffres à nous, on est, aux alentours de 70 d'entrepreneurs qui sont toujours en activité, entre 1 an et 3 ans après, l'immatriculation. On a, également, sur nos programmes, on a à peu près, effectivement aussi aux alentours de 65-70 d'entrepreneurs qui immatriculent, pour ceux qui sont, au début et puis on a une forte augmentation du chiffre d'affaires, pour les entreprises immatriculées, qui sont chez nous. Au vu de ton expérience et du nombre d'entrepreneurs que tu peux rencontrer, est-ce que tu trouves qu'il y a, que de façon générale, on a réellement un élément déclencheur qui fait qu'il il passe le pas? Est-ce que c'est souvent le même? Il y a des éléments déclencheurs, c'est pas tout le temps les mêmes. Pour les salariés, c'est souvent, bah, j'ai l'impression de pas évoluer dans ma boîte et que mes compétences ne sont pas prises en compte et donc du coup, j'aimerais, entre guillemets, «exploiter ces compétences», valoriser toute mon expérience à travers une création d'entreprise. On a des personnes, qui sont au chômage et qui se disent qu'à travers l'entrepreneuriat, ils peuvent créer leur emploi et pourquoi pas d'autres emplois. On a des personnes qui partent d'un constat réel, qui se disent: «Bah, moi, j'ai constaté que, il y a tel problème, dans ce marché et puis je pense que je peux apporter une solution». Donc c'est très varié, mais effectivement, il y a quand même des grosses tendances en fonction du profil, de l'entrepreneur. Après avoir écouté ce podcast et cet épisode, qu'est-ce que tu souhaiterais que les gens retiennent de cet échange? Alors premièrement, comme je dis souvent, entreprendre, c'est agir avant tout. Bon, c'est à l'envers, je pense, Non, ça va super bien, il est tout à OK, fait, bah, je l'ai voilà, bien vu. parfait. Top. Donc ça, c'est un peu le credo. Pour moi, c'est vraiment l'action qui fait avancer un entrepreneur, un projet et pas derrière un ordinateur. Donc toujours être dans l'action, parce que c'est par l'action qu'on apprend, c'est par l'action qu'on prend confiance en soi et c'est par l'action qu'on a des résultats et quand je parle d'action, c'est vraiment des petites étapes, des petites actions. Plus on fait, voilà, il faut commencer petit et voir grand. Et on a tendance parfois à mettre des objectifs qui sont pas réalistes ou difficilement réalistes, mais parfois il faut savoir découper pour atteindre cet objectif-là. Le deuxième point, c'est qu'il y a pas de parcours, unique. Bah, tous les parcours, sont différents, les ambitions sont différentes, donc il faut pas, se comparer aux autres. Parfois pour certains, c'est plus difficile pour X ou Y raison, mais il faut toujours avoir cette persévérance, cette résilience, qui amène des résultats. Le troisième point, je pense qu'il faut être à l'écoute, à la fois, de ses clients, et puis, à la fois des «résultats» entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être non plus trop «buté» entre guillemets sur une idée et être, capable de switcher, heu, de s'adapter, aux résultats, au marché pour évoluer et grandir, voilà. Et puis peut-être un dernier point que j'aimerais qu'on retienne, ce serait de ne pas hésiter à demander. Heu, En fait, parfois, on peut avoir aussi ce sentiment que, bah, les gens sont occupés, ils peuvent pas nécessairement nous aider, mais comme on a dit, un entrepreneur ne peut pas être seul, et donc c'est important de s'entourer, c'est important de demander. Il faut pas hésiter à demander des conseils, à voilà, à s'entourer des bonnes personnes surtout et quand je dis des bonnes personnes, c'est des personnes qui, bah, partagent, nos valeurs et voilà. Ce serait vraiment les points que j'aimerais qu'on puisse retenir. Mais c'est tellement précieux. Je te remercie énormément pour ton temps. Je te remercie pour ta générosité, pour ton partage. Bah, merci Heu à toi.
Est-ce que tu peux nous redonner le nom de tes assos et savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, même si on le partagera de toute manière en description du podcast. Oui, alors c'est Time to Start, Time, le chiffre 2, START. Donc vous pouvez nous retrouver, du coup sur le site timetostart.fr, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta et puis, voilà, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer une demande de connexion pour suivre un peu nos actualités. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_le Switch. Je répète, Stéphane_le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.